Alors, dans les grands projets, il y en a beaucoup, je vais en citer que 4 ou 5, hein, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Puis en plus, il y a les projets français, il y a tous les projets internationaux. Chacun y va de ses projets. Dans les plus gros internationaux, c'est Wikimedia. On l'oublie un peu, mais c'est la part médiathèque en ligne de Wikipédia. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une image, elle est présentée au travers de Wikipédia, mais elle est en fait sur les serveurs de Wikimedia. Alors, Wikimedia Commons, on l'appelle, c'est en effet le site où se trouvent toutes les images et également des films ou des sons. C'est aussi intéressant dans le développement de Wikipédia, cette histoire. Parce qu'en fait, dans un premier temps, les images étaient directement sur chacune des Wikipédia dans les différentes langues. Et c'est seulement en 2004 qu'on s'est dit que c'était peut-être un petit peu bête de charger les images 30 fois dans les 30 Wikipédia où elles seraient utilisées. Et donc, on a décidé de faire une médiathèque centrale, qui maintenant est un des principaux sites Internet du monde où on peut aller chercher des images librement réutilisables. Donc non seulement pour Wikipédia, qui va y piocher toutes ces images, mais pour absolument tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez besoin pour l'exposé de votre fils ou pour la feuille que vous êtes en train d'écrire pour votre association d'une image libre et réutilisable, vous avez plus de 50 millions d'images réutilisables à cet endroit-là, qui sont soit du domaine public, soit sous licence libre. Et donc c'est là également une richesse incroyable. Alors, il y a aussi Wikisource pour les ouvrages, hein, c'est une numérisation d'ouvrages. Je peux faire un parallèle avec Google Books. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, la relation à Google, c'est on tombe très souvent en haut des recherches sur Wikipédia. Donc, Wikipédia est plutôt assez bien traité par Google. En revanche, quand on cherche des ouvrages, on tombe plus facilement sur Google Books que Wikisource. C'est plus rare de tomber sur Wikisource. Mais c'est malgré tout une base de données qu'il est intéressant de consulter de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Oui, alors là aussi, la naissance de Wikisource est directement liée à Wikipédia, qui a toujours été le projet central. Simplement, on s'est rendu compte que quand on écrivait un article sur tel roman ou tel document historique, il serait bon de donner le texte de ce roman ou de ce document historique. Or, on n'allait évidemment pas le faire dans l'encyclopédie, qui est censée donner du méta, qui est censé faire un commentaire sur ce texte. Et donc la volonté était de créer une bibliothèque numérique à part, avec des textes parfois sous licence libre, mais c'est assez rare, la plupart des choses sont du domaine public, qui permettent d'y avoir accès, avec une numérisation en mode image de certains livres, mais surtout une OCRisation pour avoir le texte des principaux textes de l'histoire de l'humanité. Enfin, ça m'est arrivé, et les premières fois que je suis tombé dessus, de tomber sur Wikitionnaire. J'imagine que ce projet-là est aussi dans quantité d'autres langues, et pas seulement le français, mais pas forcément toutes les langues. Alors, ça existe dans un très grand nombre de langues, sachant que dans le Wiktionnaire, c'est complexe parce qu'il faut faire la différence entre la langue dans laquelle le dictionnaire est écrit et les langues des mots qui sont pris en compte dans le Wiktionnaire. Et en réalité, le Wiktionnaire français traite des mots dans toutes les langues. De même pour le Wiktionnaire en anglais, simplement on le fait en français, on le fait en anglais en ce qui concerne la langue des définitions. Et le Wiktionnaire est un projet qui fonctionne assez bien, qui est assez technique, donc la communauté est beaucoup plus petite, mais qui est très très important aussi parce qu'il structure en fait des tonnes de données linguistiques qui peuvent être réutilisées, que ce soit par des chercheurs ou par des gens qui font d'autres sites internet et qui vont s'appuyer sur le Wiktionnaire pour eux-mêmes définir et produire des sites ou de la connaissance. Et puis enfin, celui qui est peut-être le moins visible, mais vraisemblablement celui promis à une envolée, c'est le fameux Wikidata, à l'ère des datas, non pas simplement de la collecte des datas, mais aussi de la mise à disposition des datas pour tout à chacun. C'est le fameux Wikidata, qui est une base de données de connaissances qu'on peut aussi utiliser un peu comme Wikipédia en faisant des recherches, mais qui va surtout servir, j'imagine, avec des API à d'autres serveurs. Oui, Wikidata est un site vraiment fondamental et très important pour l'avenir du mouvement autour de Wikipédia, puisqu'on a des données sur tous les sujets. C'est de la donnée qui est structurée sous forme de triplet, donc de la donnée sémantique, où à chaque fois on a Victor Hugo est un auteur, Victor Hugo est né en 1802, Victor Hugo est né à Besançon, ce qui permet de mettre en relation toutes ces données les unes avec les autres, donc soit de lire l'ensemble des données sur une personne, hein, un humain peut en effet lire ces données et se renseigner, c'est pas très agréable mais ça se fait. On peut surtout faire des requêtes, et là c'est absolument fascinant parce qu'on peut faire des requêtes qui font
émerger de l'information qu'on n'avait jamais cherchée auparavant ou qu'on n'avait pas les moyens de rechercher. Vous êtes chercheur en littérature et vous dites trouve-moi tous les livres anglais traduits en français au XIXe siècle qui se passent dans la ville de Saumur. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant grâce à Wikidata, alors qu'auparavant, ça demandait des semaines et des semaines de recherche par des hyper spécialistes. Et bien sûr, c'est surtout mettre à disposition ces données qui vont être réutilisées par d'autres sites Internet, qu'ils soient techniques ou de diffusion de la connaissance. Et donc ça, c'est vraiment central et ça va gagner en importance au fur et à mesure. Alors, tout le monde peut y participer. Alors déjà, tout le monde se connecte à Wikipédia. Ça, c'est une évidence. Du plus jeune âge au plus âgé, dans toutes les langues, à condition d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, ce qui est quand même assez fréquent, y compris avec les téléphones, de plus en plus, j'imagine, et je pense notamment dans les pays où le téléphone se développe beaucoup plus que les ordinateurs. Je pense à beaucoup de pays d'Afrique, par exemple. Tout le monde peut aussi contribuer, ça c'est très important, même si on verra qu'il y a un profil quand même, et qui peut évoluer au fil du temps. Tout le monde peut modifier, ça on n'y pense pas forcément. D'ailleurs, quand on voit une erreur, au lieu de le remarquer, bah, autant la modifier finalement. Et il y a deux façons de modifier. Il y a avec sous IP, c'est-à-dire si on fait une modif, on n'a pas de login password, et ben c'est l'adresse IP qui sera prise comme à valeur de trace, ou sous pseudo. Et la communauté Wikipédia encourage à prendre un pseudo aussi, façon un petit peu de se protéger quand on voit ce qui se passe notamment sur Twitter, etc. etc. Alors oui, il y a la possibilité donc, de faire des modifications qui que vous soyez. Ce n'est pas obligé de se créer un compte. Et dans tous les cas, vous êtes pleinement responsable avec une adresse IP par derrière qui peut être retrouvée par la police et ainsi de suite. On conseille plutôt aux gens de se créer un compte parce que ça permet de mettre un nom derrière des modifications, puisqu'on peut avoir de toute façon la liste de toutes vos modifications. C'est juste plus pratique de savoir que ces modifications sont faites par PP du 73 plutôt que d'avoir une adresse IP un petit peu bizarre. Et derrière ce pseudo et ce compte qui est créé, vous avez la possibilité de vous présenter en disant ce que vous voulez sur vous, mais ça permet d'avoir des interactions humaines plus intéressantes, parce que ces interactions humaines vont être très très importantes, parce que Wikipédia est avant tout un projet humain. Après, est-ce qu'il faut utiliser un pseudo ou son véritable nom? Ça fait partie des grands débats au sein de la communauté et sur Internet de manière générale. Moi, je suis sous mon véritable nom. Il est plutôt recommandé d'utiliser un pseudonyme parce que ça permet de faire une distinction entre la vie réelle et la vie sur Wikipédia. Globalement, un grand nombre de personnes qui contribuent sous leur véritable nom ont un second compte parce qu'il y a des moments où il faut intervenir sur des articles, sur des gens que vous connaissez ou sur des thématiques un petit peu compliquées où vous avez peur du comportement des personnes passionnées par ces thématiques. Donc finalement, être sous pseudo, c'est souvent être plus tranquille, sachant que ça ne change absolument rien au fait que vous restez responsable de vos contributions. Alors ça, je le savais pas, parce que je sais aussi qu'il est fortement conseillé dans la communauté, a priori, d'avoir plutôt un compte que plusieurs, quoi. Alors j'imagine, là je comprends pourquoi deux, mais enfin l'idée c'est pas d'en avoir 8, quoi. C'est surtout qu'il ne faut pas utiliser ces comptes pour essayer de truquer les choses. C'est-à-dire qu'on part quand même du principe qu'il y a des vrais humains par derrière. Beaucoup de choses, que ce soit dans les procédures, dans les discussions, dans les votes qui ont lieu au sein de la communauté, se passent en partant du principe qu'une personne égale un compte. Donc avoir deux comptes pour des bonnes raisons, pourquoi pas, mais avec parcimonie et avec honnêteté. Si en revanche une personne utilisait ces deux comptes pour essayer de truquer les choses, pour que l'un soutienne l'autre, etc., ça serait très très mal vu et il y aurait rapidement des mesures prises par la communauté contre une personne qui essaierait de truquer les choses de cette manière. Et la présence sur Wikipédia, au-delà de la notoriété, aujourd'hui, il y a aussi une part politique. Et il y a quantité d'exemples qui commencent à ressembler à du vandalisme ou à des actions politiques, mais on ne rentrera pas dans ces détails, on ne va pas donner de nom. Il y en a beaucoup, ils se trouvent très facilement sur Internet. Il n'y a pas de hiérarchie, en même temps, il n'y a pas de récompense non plus, tout le monde est bénévole, mais il y a des distinctions. Par exemple, je sais qu'entre les contributeurs, ceux qui ont contribué quelques fois et ceux qui ont contribué plus de 100, ne vont pas avoir, je ne veux pas dire les mêmes droits, mais ne vont pas avoir les mêmes possibilités.
Ça fait partie des ambiguïtés qui existent dans Wikipédia, c'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde est à égalité, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a les mêmes pouvoirs, tout le monde peut faire les mêmes choses. En réalité, c'est une société humaine, et donc on sait très bien que dans toute société humaine, que ce soit qui parle à table dans votre belle famille ou dans une réunion à laquelle vous participez, il y a des gens qui vont s'imposer, il y a des gens qui vont moins s'imposer, il y a des gens qui vont s'imposer pour des mauvaises raisons parce que c'est des grandes gueules, il y a des gens qui vont s'imposer pour des bonnes raisons parce qu'ils ont montré au fil de 5 réunions qu'ils sont hyper fiables et qu'on peut leur faire confiance. Et donc finalement, dans Wikipédia, c'est la même chose. Et il y a des gens qui sont des nouvelles personnes qui vont devoir faire leurs preuves. Il y a des gens dont on sait qu'ils sont problématiques. Il y a des gens qui sont très bien mais qu'on leur marotte et il ne faut pas faire trop attention à ces choses-là. Il y a des gens qui sont hyper fiables et on va leur demander conseil quand il y a un problème. Donc même si tout le monde a égalité, finalement, il y a des profils qui émergent et c'est finalement pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va surveiller ce qui se passe sur Wikipédia, il y a des gens qui passent leur temps à regarder les différentes modifications pour s'assurer qu'il n'y a pas de vandalisme. Évidemment qu'on ne va pas regarder toutes les modifications, c'est beaucoup trop long. Donc on va regarder en fonction de certains critères les modifications qui semblent poser problème. Et ça va être évidemment selon des critères externes de ce à quoi ressemble cette modification. Est-ce que vous supprimez un article tout entier ou est-ce que vous avez modifié un caractère qui laisse à penser que vous avez corrigé une faute d'orthographe? Mais c'est aussi en fonction de qui a fait ça. Et donc globalement, une personne sous adresse IP ou qui vient de se créer un compte, va falloir un petit peu plus le surveiller pour des bonnes et des mauvaises raisons. Peut-être que c'est un vandale, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore bien faire et qu'il faudrait aider, qu'une personne qui est là depuis 10 ans et dont on sait très bien que les yeux fermés, c'est quelqu'un de fiable. Donc c'est une société humaine avec les règles habituelles de fonctionnement d'une société humaine. Et une fiabilité qu'il faut réacquérir sur une deuxième langue si on est bilingue, puisqu'on peut avoir fait ses preuves dans une langue, si on va sur un Wikipédia dans une autre langue, on est reconnu comme finalement presque nouveau, même si on est aussi ailleurs. C'est ça, on conserve en fait, son compte est valable pour les différentes langues. En revanche, il faut refaire sa présentation sur chacune des 300 Wikipédia. Enfin, généralement, on contribue sur 2 ou 3 Wikipédia parce qu'il faut quand même parler la langue dont on parle. En revanche, les communautés sont complètement indépendantes. Donc, vous pourrez venir en disant je suis un Wikipédien depuis 15 ans sur la Wikipédia francophone et donc quand même acquérir un minimum de confiance parce que les gens peuvent aller voir en effet que vous ne posez pas de problème et que vous connaissez les règles. Pour autant, vous êtes sur l'anglophone un contributeur nouveau qui va être en relation pour la première fois avec d'autres contributeurs et donc il va falloir expliquer en quoi vous pouvez apporter quelque chose. Alors il y a quand même un profil type. Il est un peu plus souvent homme, assez souvent jeune, plutôt urbain, plutôt diplômé. On va dire qu'il y a de grandes zones comme l'Amérique du Nord, l'Europe. Alors là encore, c'est en effet un profil type qui existe, et là encore pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ce n'est pas complètement absurde qu'avoir pour loisir d'écrire une encyclopédie soit un loisir plutôt de personnes qui ont fait des études que de personnes qui n'ont pas fait d'études, même si le but évidemment est de faire venir le plus grand nombre de personnes, et même si je suis assez persuadé que mon plombier serait absolument parfait pour écrire des articles sur la plomberie. Mais en tout cas, on comprend intellectuellement que ça attire certaines personnes. En revanche, il y a des phénomènes plus problématiques. D'une part, en effet, les distinctions géographiques. Alors là encore, pour des raisons qui se comprennent, hein, c'est plus facile d'avoir accès à Internet quand on est américain ou français que quand on habite dans un petit village au fond du Botswana. Pour autant, ça serait quand même bien qu'il y ait une diversité des cultures qui puisse intervenir. Et donc, il y a un certain nombre de programmes qui essaie de faire en sorte que les personnes des pays en voie de développement puissent intervenir plus facilement, que ce soit sur les grandes langues ou pour créer des Wikipédia dans leur propre langue, avec le développement de Wikipédia dans des langues africaines et ainsi de suite. Et il y a un dernier problème, là vraiment sociologique, et qui là, à mon avis, pointe un problème au sein de la communauté, qui est en effet la différence de sexe, où on est à 80-20 hommes-femmes, ce qui là pointe plutôt en direction d'un problème d'ambiance, de fonctionnement, parce qu'il n'y a absolument aucune raison que ça attire plus d'hommes que de femmes. Dans le monde de l'édition, dans le monde universitaire, c'est des milieux plutôt féminisés. Donc il n'y a pas de raison que, uniquement parce qu'on passe sur Internet, on n'ait que des hommes. Donc là, il y a peut-être des problèmes de fonctionnement de la communauté.